Je crois... Ah, nos micros fonctionnent. Formidable, la lumière fonctionne. Mais regardez-moi ça, c'est les tontons flingueurs du jeu vidéo, les gars. C'est limite les expandables même. C'est les expandables, ouais, c'est les retraitables, ça. Comment ça va, Toulouse? Alors les amis, là c'est peut-être la conférence qui va le plus me plaire aujourd'hui, parce que là je suis un petit peu plus dans mon univers. Bon, je le suis toujours, mais là on va parler gaming, on va parler jeux vidéo, on va parler rétro. Voilà, peut-être des choses qui vont vous intéresser, et surtout on a la chance d'avoir un plateau d'invités exceptionnels, les amis. Et je vous demande de les accueillir comme il se doit. Applaudissements s'il vous plaît. Merci les amis. Merci. Avec nous, on va commencer toujours vers le fond, tu sais, comme à l'école, tu vois, on dit par ordre alphabétique ou vers le fond. Allez, l'homme qui est à côté du chauffage. Mathieu Manin, s'il vous plaît, applaudissements pour lui. Merci. Ouais, à côté du chauffage, c'est ma place, ça change pas. T'inquiète, je viens te rejoindre dans 2 secondes, il n'y a pas de souci. Marcus, messieurs, dames. Merci les amis. Personne âgée. C'est bien, il en faut. Marcus. À ses côtés, Frédéric Rénal. Et enfin, notre dernier invité, les amis, c'est pas tous les jours qu'on le voit, surtout sur un salon. Les amis, Jordan Mechner, s'il vous plaît. On dit bien Mechner? Mechner ou... D'accord, ok, très bien. Voilà, on vous le disait, on va parler de rétro, on va parler de jeux vidéo un petit peu. Déjà, messieurs, je suis très heureux. J'en connais beaucoup ici. Je travaille avec beaucoup d'entre vous, vraiment. Couché avec un? J'ai couché avec un seul. Je vous laisse deviner lequel. Je ne dirai pas. Il y a un indice. C'est un vieux machin. Ah ouais, je vois pas. Je ne sais pas ce que c'est. On va parler de zone, un petit peu de ce qui nous a fait avec le jeu vidéo, de notre premier contact avec le jeu vidéo et autres. Vous allez voir, on va élargir tout ce spectre sur le rétro, sur le jeu vidéo, tous ensemble pendant 40 minutes. Et on parlera aussi avec Marc, qui est journaliste quand même. On parlera avec nos 2 concepteurs. Vous avez la chance d'avoir ici Frédéric Rénal. Donc Frédéric Rénal, c'est quoi? C'est Little Big Adventure, c'est Alone in the Dark. Jordan Mechner, c'est Prince of Persia, les amis. Vous avez le créateur de la licence Prince of Persia ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un amoureux du jeu vidéo, je ne parle même pas de rétro gaming, je parle du jeu vidéo, avoir la chance d'avoir Frédéric Rénal et Jordan Mechner sur le même plateau, croyez-moi que ça vaut tous les acteurs américains du monde. Hein. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, merci, je vais faire vivre... On est très content d'être avec toi aussi. Je suis très heureux de vous avoir avec moi ici. Bien entendu, je vais faire un petit peu le maître de cérémonie, mais vous allez aussi faire vivre cette conférence, et on attend de vous aussi les questions, qu'ils aient un lien avec le jeu vidéo. Vraiment, vous avez la chance d'avoir, je vous l'ai dit, un pléthore d'invités qui ont ce rapport étroit avec le jeu vidéo, donc n'hésitez surtout pas. Moi, ça va être une première question justement en général pour vous tous. Quelle a été votre première approche du jeu vidéo, la première console, le premier pixel qui a attisé votre curiosité? On va commencer peut-être avec toi, Mathieu. Mon premier contact avec un jeu vidéo, c'était épique parce que je devais avoir 3 ans. C'est mes parents qui m'ont collé devant... c'était dans un magasin et c'était à l'époque où il y avait encore des consoles de jeux en démonstration. On pouvait essayer les jeux dans les magasins. Et c'était Donkey Kong et sur NES. Et on m'a mis la manette dans les mains et je regardais la télé. Et pour moi, je regardais la télé, je n'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur les boutons. Donc j'ai vu Mario se faire cramer lamentablement. Je n'avais pas compris le truc. Et puis après, quand j'ai eu ma NES à 10 ans, ça a beaucoup changé et puis ça ne m'a pas quitté, quoi. Alors, comme je suis le plus vieux. Oh. Non, mais 42 ans, qu'est-ce que c'est? J'ai pas mis ça pour rien, hein. C'est ma femme qui me l'a offert. Je sais pas comment je dois le prendre, mais c'est Pong. Moi, le premier jeu vidéo que j'ai vu, c'est Pong. Moi, j'ai connu l'époque où ça n'existait pas, les jeux vidéo, ouais. Et on pouvait rien faire avec la télé à part regarder Jacques Martin et l'école des fans. Donc c'était très pénible. Donc tout à coup, tu pouvais faire quelque chose avec ta télé. Tu pouvais interagir. Et tu pouvais interagir en famille. Donc tu pouvais jouer avec ma soeur, avec mon papa, ma maman, et on jouait à Pong sur l'écran. Et même si c'était en noir et blanc, avec une balle carrée, on se demandait comment ça pouvait rebondir, ouais. Des tennisman carrés, on n'a pas vu ça jusqu'à Amélie Mauresmo, ça a pris du temps. C'était génial d'avoir un truc interactif où tout à coup on pouvait s'amuser en famille. Et c'était déjà ludique alors? C'était vraiment une expérience nouvelle. C'est vrai, ça, cette sensation justement, Marc, c'est intéressant, se dire, tu disais, j'ai connu cette période où ça n'existait pas. Exactement. Et là, tu te retrouves avec une nouvelle expérience, quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu.
Et là, c'est ta première sensation, toi. C'est le fait d'interagir pour la première fois avec la télé. C'est une époque où la télé, tu n'as même pas de télécommande. Tu changes de chaîne comme on change de station de radio avec un thermostat de four. J'exagère à peine, hein, c'était comme ça qu'on cherchait les chaînes, mais il fallait se lever et appuyer sur un bouton pour changer de chaîne. Il n'y avait même pas de télécommande. Donc l'interaction avec la télé, c'était zéro, quoi. Et là, tout à coup, tu joues. Et puis, c'est ludique direct. Il y a une balle, il y a 2 raquettes et il y a un score. Celui qui perd, il va faire la vaisselle. Voilà, terminé. T'es accro à vie à partir de ça. Très bien. Toi, Frédéric? J'ai le même âge que Marcus, donc en gros, c'est exactement la même chose que lui. Mon premier contact, c'était les consoles qu'on branchait qui faisaient que Pong. Alors, il y avait des variations, ça faisait Pong ou football, où il y avait 2 raquettes. Là, ça changeait absolument tout. Ou pelote basque. Ou pelote basque. Il y a quand même, aussi la même chose. On a quand même des consoles qui c'est le truc du futur, puis dessus, il y a écrit pelote basque. Donc voilà. Et puis sinon, après, le vrai début, parce que là, voilà, c'est ma découverte en tant que joueur. Oui, c'est ta découverte en tant que joueur. Et après, c'est en 1981 avec le ZX81 où quand j'ai construit, je l'avais en kit où il fallait souder les composants et ça a été l'illumination. Je fais mais c'est une machine pour gérer les règles de jeu et j'ai programmé depuis et jour et nuit. J'ai pas arrêté d'ailleurs depuis. Tu as programmé sur cette console? Tu te rappelles de le tout premier jeu? Je me rappelle très très bien de mon premier jeu parce que mon père tout fier avait recopié le listing à la main. Ouais. Ça s'appelait Laser. Alors je vais vous le décrire vite fait, ça va pas être long. Il y avait une ligne qui démarrait du bord de l'écran, il y avait un petit carré qui se mettait au hasard dessus et il fallait appuyer sur une touche au moment où la ligne elle était alignée au carré. Okay. C'était 10 lignes de basique. Et mine de rien, c'était amusant. Un jeu, c'est quoi? Il y a un challenge, il y a un truc à faire, et on a gagné, on a perdu. Et c'était mon tout premier jeu. 10 lignes de basique. Ok, très bien. Jordan. Ah, est-ce que ce film... Ah, peut-être, allez. Tu es ingénieur, tu pourras le faire. C'est intéressant parce que vous parlez des consoles, et peut-être que parce que je suis américain, ou je ne sais pas, mais moi j'avais... et je suis aussi peut-être plus vieux, même encore. J'avais 12 ans, je pense, quand j'ai vu les premiers jeux de vidéo, mais c'était dans l'arcade. C'était peut-être aussi Pong ou Tank War et Space War. Mais je pense que ça ne m'a pas frappé particulièrement parce qu'on avait déjà le pinball, qui était, comment ça s'appelle en France? Le flipper. Flipper, oui. Donc j'avais l'habitude déjà d'aller au bowling, jouer au flipper avec des amis. Un jour, il y avait aussi des trucs avec un écran. Il y avait Pong, il y avait Tank War, mais ce n'était pas plus profond ou plus excitant que pinball. C'était juste, oh oui, c'est une nouveauté, ça utilise la télé. Mais c'était en 78 avec Space Invaders que j'ai vraiment été addict pour la première fois. Donc j'ai apporté des rouleaux, des pièces pour jouer aux Space Invaders, pour avoir la high score. Et là aussi, au même moment, et je pense que, je ne sais pas si on avait... est-ce qu'il y avait des gens ici qui avaient un Apple II? Je pense qu'en France... Un Apple II? Qui avait un Apple II? Okay. Moi j'ai eu. Oui. Ah oui, toi aussi. Tous les autres sont morts, hein. Il n'y a plus que nous, Jordan. Ouais. Tous les autres sont morts. Donc pour moi, ça c'était le coup de foudre parce que ça c'était dans la maison. Les jeux d'arcade c'était dans l'arcade comme le flipper, mais l'Apple II ça me permettait de jouer chez un copain qui avait déjà un Apple II, de jouer Space Invaders sur cassette sur son Apple et en plus de programmer, d'apprendre à programmer. Et ça a tout changé parce que d'un coup c'était possible de jouer aux jeux à la maison. Et d'ailleurs, mon jeu préféré qui était Space Invaders, mais aussi la possibilité de programmer des jeux, de créer des jeux. Ouais. Et ça, c'était incroyable. Alors justement, tu disais, Jordan, je rebondis sur ce que tu disais, toi, tu as expliqué que tu as connu le jeu vidéo à travers l'arcade. Et c'est vrai qu'en Europe, en France, on n'a pas eu nécessairement cette très grosse période d'arcade. Nous, on n'avait pas de très grosse salle d'arcade, il y en a eu bien entendu, mais on n'avait pas le lien que vous aviez, vous, aux États-Unis avec l'arcade, ou même au Japon avec les salles d'arcade. En France, c'est vrai que j'ai l'impression que le jeu vidéo a débuté avec l'Odyssée, avec le Spectrum, avec pas mal d'ordinateurs, on va dire entre guillemets, ou de consoles qui sont arrivés dans
dans les familles, en fait, finalement, mais on n'avait pas ce lien avec l'arcade. Il n'y a pas de salle d'arcade, mais c'était dans les cafés. Oui, c'est ça. C'était dans les bowling. Moi, les premiers jeux vidéo que j'ai vus après Pong, c'était dans un bowling. Il y avait une course de voiture avec 2 volants. C'était Grand Track 40 ou je ne sais plus. En vue du dessus, avec des flaques d'huile, vous pouvez déraper. Voilà. Et il y avait quand même ça. Il y avait dans les bowling, il y avait des flippers. Tout ce qui était un peu moderne, c'était dans les bowling, en fait. Mais il n'y a même plus de bowling aujourd'hui. Quasiment plus, tu vois. Donc, il n'y avait pas de salle d'arcade ou très peu, mais il y avait ce côté vraiment. C'était un peu au bistrot, à la place du flipper, petit à petit. C'est quoi cette phrase? Moi, j'ai joué à Scramble, par exemple. Ouais. Tu vois, un vieux shoot 'em up, un des tout premiers. Galaxian, Space Invader, etc. Tout ça dans les bistrots, en fait. Même si on n'avait pas l'âge, normalement, on n'aurait pas dû avoir le droit d'y aller. Mais c'est là qu'on jouait, quoi. Et puis après, à la maison, tu as raison. Ordinateurs familiaux, c'est tout de suite là. Et tu peux programmer. Donc, eux deux, ils ont été courageux. Ils s'y sont mis. Nous, on se contentait de jouer, quoi, tu vois. On profitait de leur travail. Pour vous, à partir... Là, on va parler génération en termes de console. Pour vous, à partir de quelle console on peut dire que le jeu vidéo s'est vraiment implanté dans les foyers, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Europe, en fait, de partout? Pour vous, la première console, c'est laquelle? Je ne parle pas nécessairement de votre console avec laquelle vous avez grandi, mais pour vous, le jeu vidéo a vraiment explosé à partir de quand? L'Atari 2600, la première grosse vague, c'est l'Atari 2600, où la Terre entière joue, jusqu'au gros crash de 81, où on croit que c'est fini et que ça a duré quelques années et que ça ne se relèvera pas. Un peu comme les lunettes 3D pour les téléviseurs, tu vois. L'impression, ok, on sent bien que ça va durer quelques années, mais ça ne va pas tenir. On avait cette vision-là du jeu vidéo dans les années 80. Au moment où ça s'effondre, tout le monde se dit, bon, on a bien rigolé, mais c'est fini, on va passer à autre chose. Et heureusement, grâce à Nintendo notamment, tout à coup, ça ressurgit d'autres tombes et c'est reparti et de plus belle, quoi. Justement, alors vous arrivez, vous commenciez déjà à coder à cette époque, Frédéric et Jordan. Là, vous avez l'annonce, parce qu'à l'époque, on a la Famicom qui débarque au Japon. Quelques années plus tard, on a donc la NES pour vous aux États-Unis, la Nintendo aussi, donc la NES pareil chez nous en Europe, qui viendra un peu plus tard. Quand vous avez vu arriver ces nouvelles consoles, qu'est-ce qui vous est passé à la tête? Vous avez dit, est-ce que ça va être plus simple pour coder? Est-ce qu'on va pouvoir lancer tout ce que l'on veut? Alors, j'ai pas du tout suivi le mode console, en fait, parce que dès que j'ai eu mon ZX81, je suis rentré dans le mode micro. J'ai pas eu d'Apple II. Et après, le ZX81, j'ai eu le Spectrum, qui était juste un truc extraordinaire. Il y avait des couleurs, il y avait du son, c'était d'une puissance absolument hallucinante. Après, j'ai été Amstrad. J'ai fait Amstrad 464, 664, 6128. Mon 664, c'était mon préféré avec ses touches bleues bizarres. Et après Atari, Amiga. Et après, j'ai découvert le PC. Et en fait, d'un seul coup, autant le PC était a priori pas une machine de jeu, mais il y avait déjà au niveau des outils, des assembleurs en particulier, tout ça, des outils qui permettaient vraiment d'aller un peu plus loin même que les Atari Amiga. Et quand je suis tombé dans le PC, là c'est... Ah oui, il y a eu le XL100 aussi, machine française que peu de gens connaissent. J'ai sorti mon premier jeu en 1986 sur EXL100 qui s'appelle Robix. C'est bon, n'allez pas chercher. On va aller sur Google là, directement. Et voilà, donc j'ai été du côté micro. En fait, ma première console, ça a été la Super Nintendo, mais à l'époque, je travaillais à Infogrames et je faisais des jeux pour PC. Et j'ai jamais suivi le mode console, à part à partir de la Super Nintendo, donc 1992. Et toi, Jordan, alors? Oui, moi c'est pareil. Je suis passé de l'Apple. Bon, j'étais à fond dans la programmation des jeux sur Apple II. Et j'étais au courant de Commodore, Atari, PC, Amiga, parce qu'on faisait des portages de mes premiers jeux, Karateka et Prince of Persia, que j'ai programmés sur Apple II. Donc, on faisait des portages sur ces autres systèmes. Donc, je connaissais un peu leur capacité. Mais les consoles, en fait, je pense que je n'ai jamais eu une console chez moi, à la maison. Je n'ai jamais utilisé pour jouer des jeux. Seulement des micros, jusqu'à la génération PlayStation 1, PlayStation 2, parce que c'était vraiment quand j'ai commencé à travailler avec Ubisoft sur Sands of Time, que c'était un jeu console à génération PS2, Xbox. Mais j'avais, bien sûr que j'étais au courant des consoles parce qu'on avait fait des portages de Prince of Persia sur
tous ces systèmes-là, donc j'avais vu, mais je n'avais pas cette console-là à la maison, donc je n'ai jamais vraiment joué, seulement sur l'ordi. Karateka, la première version, parce que moi j'avais pas d'Apple, c'est un des seuls à peu près que j'ai pas eu de l'époque, mais j'ai joué à Karateka il y a très 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 longtemps. C'était quoi les adaptations micro qu'il y a eu? C'était peut-être que le Commodore 64 ou l'Atari 400-800. Non, j'avais pas non plus. Ouais, j'ai dû y jouer sur le Commodore 64. Ouais. J'ai oublié. Il y avait un portage PC. Mais ce serait dommage si c'est ça que tu as joué. Parce en CGA, 4 couleurs. C'était le portage qui était un peu moins bien que les autres. Moi, je voudrais savoir, Mathieu, Marcus, vous qui êtes journaliste, vous qui connaissez beaucoup l'histoire justement de ces consoles, l'histoire du jeu vidéo, avec l'importation de certaines de ces consoles en France, en Europe et autres, pourquoi c'est l'explosion quand la NES, la Nintendo, arrive en France? Quand la Nintendo arrive en France, ce n'est pas du tout l'explosion encore. Elle est vraiment au coude à coude avec la Master System. Elle est même devancée par la Master System. Et alors ça paraît complètement improbable aujourd'hui avec le recul, surtout après toutes les vidéos qu'on a vues sur YouTube, notamment le joueur du grenier. Mais le jeu qui a fait décoller les ventes de NES en Europe, c'est pas Mario, c'est pas Zelda, c'est Tortue Ninja. Parce que c'est arrivé fin 90, dans l'été 90, le jeu Tortue Ninja est sorti en exclusivité sur NES. Il fallait trouver un moyen de devancer Sega absolument, qui était distribué par Mastertronic, je crois, à ce moment-là, dans la plupart de l'Europe. Et Nintendo, au Royaume-Uni, a dit... Enfin non, c'était Mastertronic, donc Nintendo n'existait pas encore au Royaume-Uni, c'était pas encore implanté en Europe, il y avait plusieurs distributeurs. Ils ont dit, et ils sont allés contre l'avis de Nintendo of America, on a un jeu exclusif Tortue Ninja, regardez les catalogues de jouets, les Tortues Ninja, il y en a 5 ou 6 pages, c'est vraiment le truc du moment. Vous faites un bundle Tortue Ninja avec la NES, et là, les ventes, je crois que c'était d'une année, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que d'une année à l'autre, les ventes ont grimpé de 900%. C'était énorme, et à partir de là, vraiment, la NES s'est imposée, pas qu'en France, mais vraiment dans l'Europe. Ça paraît tellement tard, en fait, finalement, tu dis 90 avec oui, tard, alors qu'on a eu mais une justement fausse... parce qu'elle a eu le temps aussi de baisser un peu de prix. Elle devenait plus accessible. Alors en plus, avec un jeu, et puis pas n'importe quel jeu, c'était le Tortue Ninja. Bon, une fois qu'on jouait au jeu, bon, on a tous souffert. Bien entendu. Mais sur le coup, ça a été une opération marketing démentielle. Il y avait des pubs à la télé avec des morceaux même d'animation, ça donnait trop envie. Oui, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle des pubs où elle sortait des égouts avec la console. Elle rentrait dans la NES. Ah, c'est ça, c'était énorme. D'accord, donc explosion vraiment avec l'arrivée des Tortues Ninja sur le territoire français. Du coup, avec ce bundle, on se rappelle tous de ce bundle. D'ailleurs, petite anecdote, pour moi, c'était totalement l'arnaque à l'époque. Parce qu'il faut savoir que les bundles NES, c'est juste un fourreau. Et ça n'a pas beaucoup changé. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé, c'est dommage. Quoique avec la Super Nintendo, c'était plus des fourreaux. C'était vraiment une boîte qui était totalement... Ouais, sur la Super Nintendo. Après, quand ils ont fait la GameCube, oui, c'était tous les mêmes boîtes. C'était juste les fourreaux parce que la GameCube, en fait, se vendait tellement mal et c'était pas la peine de les reconditionner dans des nouvelles boîtes. Ils mettaient juste un fourreau. Alors que c'est l'une des meilleures consoles de Nintendo, la GameCube. Enfin, pour ma part. Pour moi, c'est l'une des meilleures consoles de Nintendo. Ah oui, c'est une excellente console. Je suis peut-être pas objectif. Quand tu as la PS2 en face, tu pouvais mettre n'importe quelle console, c'était foutu. Ouais. C'est un autre débat, monsieur. D'accord, nous en parlerons un peu plus tard. Je voudrais voir avec nos développeurs, quand on est développeur, justement, qu'on code pour du jeu vidéo, est-ce qu'il faut nécessairement être gamer aussi, c'est-à-dire jouer, ou le fait d'être juste créatif, en fait, finalement, on se dit qu'on n'a pas nécessairement besoin de jouer à tous les jeux qu'il puisse avoir à l'époque quand on commence à coder. Mais j'ai jamais été un grand joueur en fait. J'ai essayé beaucoup de jeux pour comprendre comment ils avaient fait, mais jamais été. Et en fait, avant de faire des jeux sur l'informatique, quand j'étais gamin, je savais pas trop quoi dire à mes copains à l'école. Je faisais des bouts de jeux avec des bouts de carton, des plateaux, des bouts de trucs faits en 3 minutes, mais avec des dés, des bêtises, parce que je sais pas pourquoi. J'avais remarqué que quand on faisait des jeux, on avait des copains. Comme ça, on pouvait jouer avec les copains. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai eu mon premier ordinateur et que j'ai découvert ce plaisir de créer quelque chose qui s'exécute et qui fonctionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert une machine pour faire des jeux et j'ai dit, je vais pouvoir faire jouer mes copains. Et en fait, j'ai été intéressé vraiment par le côté et techno
d'arriver à essayer de faire. Alors au début, d'essayer de refaire les jeux d'arcade ou des choses comme ça pour savoir programmer, mais c'était vraiment faire des jeux. Et en fait, quand on fait des jeux et qu'on aime vraiment ça, on n'a pas beaucoup le temps de jouer en fait. Donc, oui, ça c'est vrai. Oui, moi j'étais un grand joueur entre les âges de 13 et 17 ans. Et là, c'était les jeux qui m'ont formé, qui m'ont donné l'envie de créer des jeux moi-même. Mais dans la période de création de mes jeux, je pense que c'est le souvenir de ces sensations-là qui m'ont soutenu. Je cherchais des façons de créer des émotions fortes, comme j'avais le souvenir d'avoir subi moi-même. Mais j'avais pas le temps de jouer tous les nouveaux jeux pendant que j'étais à fond dans la création de Karateka, Prince of Persia, Last Express. De temps en temps, il y avait un jeu que je jouerais parce qu'il y avait une raison particulière, juste pour voir comment c'était, parce que quelqu'un m'avait dit que c'était formidable ou que ça avait un succès fou, donc tout le monde en parlait, donc je voulais comprendre qu'est-ce que c'était la concurrence, compétition. La concurrence, oui, les autres jeux qui sortaient à l'époque. Oui, mais pour le plaisir, je jouais de temps en temps, mais j'étais autant dans le cinéma, dans la bande dessinée, la littérature, la musique, toutes les choses qui m'avaient toujours passionné depuis petit. Je continuais et je pense que j'ai pris autant d'inspiration pour mes jeux de ces autres médias que d'autres jeux. Je dirais que peut-être que c'est même mieux d'être inspiré par d'autres choses que d'autres jeux, parce que comme ça, ça enrichit le... Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Jordan. Et un autre truc aussi, après, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Jordan, mais moi, mon meilleur jeu, toujours, c'est faire des jeux et de programmer. Parce qu'en fait, on retrouve tous les éléments un peu dans un jeu, on se fixe un objectif, et on essaye d'y arriver, des fois il y a des obstacles, on est super content quand on arrive à les passer, et on progresse. Et mon meilleur jeu, c'est faire des jeux. C'est vraiment, voilà. C'est très méta, ça. C'est très méta, oui. La vie est un jeu, mais où est-ce que ça va nous... Mais c'est une vie qu'on maîtrise beaucoup plus facilement avec un ordinateur. Justement, je reviendrai vers vous d'ici quelques instants par rapport à l'inspiration, notamment de vos deux grandes licences, j'ai envie de dire phares. Moi, ça m'intéresse beaucoup, que ce soit en termes de littérature, de cinéma et autres. Il y a beaucoup d'inspiration dans vos œuvres. On va y revenir d'ici quelques instants. Marc, moi, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la presse vidéoludique? Pourquoi? Je m'ennuyais. Attends, c'est une réponse comme une autre. C'est vrai, j'y peux rien. Mais j'ai fait des études de communication. À la fin, c'était un peu chiant. J'y suis pas allé, mais il y avait des cours. C'était le labyrinthe dans la cathédrale gothique. Va trouver du boulot avec ça. J'aurais pu devenir expert dans le labyrinthe dans la cathédrale. On n'a pas eu les mêmes cours quand même. J'ai pas eu de chance, moi. Je voulais être journaliste ou travailler dans la publicité, donc j'avais pris des études de communication. Sur la fin, j'avais plus beaucoup d'heures de cours, donc j'en ai beaucoup profité au début de l'année. J'ai fait du jeu de rôle, de la musique, de la BD, comme Jordan. J'ai pas que le jeu vidéo dans ma vie, il y a plein d'autres choses que j'aime bien. Ça t'est déjà arrivé de coder? C'est quelque chose qui t'aurait intéressé ou pas, toi? Non, très peu. À l'époque où j'avais un Apple II, j'ai fait de petites tentatives. J'ai quand même créé un jeu. En fait, moi, l'Apple II, c'était la machine de travail de mon papa. Il le ramenait du bureau. Donc, il travaillait avec l'équivalent d'Excel. Ça s'appelait VisiCalc, je crois, sur Apple. C'était un truc, tu remplissais des colonnes. C'était très chiant. Et donc, la seule petite tentative de programmation que j'ai fait, j'ai pris VisiCalc, j'ai rempli toute la feuille de zéro, ce qui fait que ça faisait comme ça remplissait de la couleur verte, en fait. Tout devenait vert. Et ensuite, j'ai tracé des chemins dans ces zéros pour faire une sorte de labyrinthe, tu vois. Et on pouvait se déplacer dans ce truc avec les touches haut, bas, droite, gauche du clavier, comme tu te déplacerais sur une feuille de calque. Et j'avais dessiné une petite voiture sur un petit bout de carton que j'ai scotché au milieu de l'écran, et je déplaçais cette petite voiture dans mon labyrinthe. Voilà, c'est la seule expérience de codage que j'ai. C'est même pas du codage, c'est du bricolage. Mais pour moi, j'interagissais avec un écran, avec un jeu que j'avais créé moi-même. Donc j'étais content de ma connerie. C'était voilà. Il n'y a que moi et ma sœur qui n'avons jamais joué à ça. Heureusement, la terre entière a été épargnée. C'est dommage. Voilà, et c'est là que ça a été enterré dans le désert avec les jeux E.T. Je ne sais pas. Vrai, il devrait. On aurait dû. Mais du coup, voilà,
ça te donnait envie, mais on voyait très bien que c'était compliqué dès le début de créer des jeux. Donc très vite, je me suis dit, je préfère y jouer et plus tard les critiquer. C'est royal quand tu es journaliste. Tu vois tous les jeux que tu veux, tu les payes pas et tu peux faire la fine bouche. Oui, c'est pas terrible. Les mecs, ils ont bossé 4 ans dessus, tu vois. Oui, mais c'est pas terrible. Mais ta gueule, connard. Donc voilà, dès que tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu t'aperçois vite. Alors je dis ça, j'ai pas programmé. Il y avait un magazine qui s'appelait Hebdogiciel à l'époque où il publiait des listings de jeux et tu les recopiais ligne par ligne. Tu te trompais d'un signe, ça foutait tout en l'air, mais voilà. Et à la fin, tu avais un jeu qui tournait. Mais on voyait l'intérieur d'un jeu, on voyait physiquement presque. C'est comme si tu ouvrais les entrailles et tu vois comment ça fonctionne. Donc c'était intéressant à voir et tu te rendais compte de la complexité du truc. Donc juste écrire bonjour sur un écran et faire bouger le bonjour, j'ai fait des petites tentatives comme ça, tu vois que c'est compliqué et que c'est un vrai métier de faire ça. Et eux deux, ils ont repoussé les limites de ce métier. Ils ont à un moment trouvé non seulement des bonnes idées de scénario et d'univers, mais aussi ils ont repoussé les limites techniques de ce qui pouvait se faire. Frédéric a commencé à faire des premiers jeux en 3D à une époque où tout était vu de profil. Et Jordan a fait de la rotoscopie, de la capture de mouvement finalement, avec les moyens du bord, avec son frère. Vous le savez sans doute, pour Karateka et Prince of Persia, Jordan a filmé son frère avec une caméra Super 8 et il a recopié les mouvements sur du papier calque pour obtenir les trucs. Tout ça, c'était pas un studio, c'était lui et son frère. Ce qui est bluffant à l'époque, on le rappelle. À l'époque, c'est hallucinant. À l'époque, c'est complètement hallucinant. C'est pour ça que les mouvements du perso dans Karateka et Prince of Persia, c'est du jamais vu à l'époque. On n'a jamais vu un personnage se mouvoir avec autant de réalisme en fait. Même si c'est qu'un tas de pixels, les mouvements sont fluides et hyper réalistes. Et ça, c'est quelque chose de technique, mais qui amène de l'émotion et de l'humain finalement. Donc chapeau tous les deux, chacun dans votre style, vous avez innové. Donc, et justement, tu es venu, on en parlait il y a quelques secondes, tu es venu sur la presse. Comment tu es rentré? Pardon. Donc je m'ennuyais, pardon, j'étais à la fac, je m'ennuyais un peu. Et j'ai vu, il y a un magazine que je ne connaissais pas qui s'appelait Micro News. Il y avait Tilt, qui était un gros magazine, et puis Joystick et quelques autres. Et il y en a un que je ne connaissais pas qui était un peu entre les deux, qui s'appelait Micro News. Je l'ai acheté un peu par hasard. Il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. Et j'ai envoyé le test de Roger Rabbit sur Amiga en 8 disquettes et en vannant un peu. Et ils ont bien aimé mon test, donc ils m'ont dit viens lundi, on va te donner des jeux, tu écris les tests d'ici vendredi, si c'est bien, on te paye, on les publie. Et puis c'était bien. Et du coup, ils m'en ont redonné la semaine d'après. Après, ils m'ont engagé, dès que j'ai fini mes études, ils m'ont engagé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis la télé, c'est une autre histoire et beaucoup plus tard, mais voilà. De fil en aiguille. Vous voulez réagir, Jordan? Oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'à la fac, tu étudiais les labyrinthes des châteaux gothiques? Exactement. Parce que ça, c'est la base des jeux vidéo. Ah, c'est vrai? Bon, l'environnement dans cette petite personnage perse dont tu parlais, où il courait grimper, c'était un labyrinthe dans un château gothique, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'aurais pu faire des jeux vidéo avec ma formation, c'est ça que tu dis? C'est incroyable. Surtout il y a beaucoup de jeux vidéo d'aujourd'hui où ça, c'est la formation parfaite. Ah écoute, j'ai raté une carrière peut-être alors, je m'en veux là. Du coup, moi, j'aime pas ce mot du coup à chaque fois. Je voulais savoir, tu arrives dans la presse vidéoludique, souvent on se pose des questions sur ces gens qui testent. Est-ce que, alors moi je voudrais poser cette question, est-ce que vous êtes obligé de finir les jeux Ben oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes obligé de les finir ou est-ce que ça t'arrivait de tester 3-4 niveaux, de dire ok, c'est sympa, je sais ce qu'il y a maintenant, c'est bon, je vais peut-être pas le finir. Dans 90% des cas, les journalistes ils finissent pas les jeux, même encore aujourd'hui, je pense. Tu dois en faire. Moi, par exemple, je fais 4 level 1 par semaine. Ça veut dire que je dois avoir 10 jeux par semaine, choisir les 4 les plus propices à un level 1, jouer un peu à ces 4-5 heures, tu vois, c'est pas beaucoup pour un seul jeu, et puis choisir les 20 minutes qui me paraissent les plus représentatives. Bon, moi, c'est particulier. J'ai appelé l'émission Level 1 exprès pour pas avoir à faire que le premier niveau. C'est un truc de feignasse, en fait. Mais voilà. Mais déjà, dans la presse, c'était très rare que les gens finissent les jeux. Alors, certains le font. Je sais que les mecs de Canard PC le font, les mecs de Gamecult, paix à leur âme, le font aussi. Voilà. Mais on n'a pas vraiment le temps, en fait. Les joueurs jouent beaucoup plus. Quand tu as acheté un jeu 70 €, tu vas le finir et tu vas le rentabiliser. Alors que quand il est arrivé sur ton bureau avec une pile de 10 autres jeux et que tu n'as qu'une semaine pour les tester, tu vas faire ton test
Et puis dans le meilleur des cas, après, une fois que le test est publié, tu vas continuer à y jouer pour ton propre plaisir. Ouais. C'est ce que je fais moi dès que je peux. Mais je finis 3 jeux par an, alors que c'est mon métier. Alors que vous tous qui achetez des jeux, vous les finissez en général. Ça te manque d'écrire dans un magazine? Ouais. Maintenant, à la base, je suis journaliste. C'est mon vrai boulot. Ouais. Et j'adore l'écriture. J'aime bien faire des vannes par écrit, etc. Maintenant, je suis devenu animateur, voire clown. Donc, j'adore ça aussi, bien sûr. Tu sais ce que j'aimerais faire, moi? J'aimerais un jour réunir tous ces anciens testeurs de différents magazines et de faire un seul gros magazine où chacun testerait, avec sa verbe d'antan, testerait un jeu. C'est-à-dire testé par Marcus, testé par J.M. Destroy, testé par Julien Chaise, testé par Cyril Drevet, tu vois. Et j'aimerais que... Expandable de la presse. Oui, et je pense que ça plairait à beaucoup de monde, en fait, finalement. Je dis pas que ça serait plusieurs, mais un ouvrage, tu vois, où chacun ferait son test à l'ancienne. C'est-à-dire vraiment avec un style ancien des années 90 et tout. Ça pourrait être intéressant, ça, quand même. Je pense que ça plairait beaucoup aux vieux, mais est-ce que ça plairait aux jeunes? Je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est Twitch, c'est stream. Les gens, ils aiment bien les trucs immédiats. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que ça pourrait plaire à tout le monde. Regarde les chiffres. Moi, je Twitch tous les jeudis soirs. J'ai 3000 personnes qui passent dans la soirée. Il y en a 300 qui sont là en permanence à faire des vannes et on passe une super soirée. Le même soir, Squeezie, il a 40 000 personnes en simultané. Ça veut dire qu'il y en a 500 000 qui passent dans la soirée. C'est pas les mêmes proportions. On parle d'un petit projet. Si un jour ça devait se faire, un petit truc, avec pas nécessairement 4 milliards de... Ça pourrait être intéressant. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas, je dis que ça concernerait... Je dis que si je te fais signer un contrat tout à l'heure, vas-y, sors-le. Vite, c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut avoir mon avocat, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème, on va l'appeler, il est là. On réglera notre linge sale après, Fred. Occupe-toi de nos autres invités, s'il te plaît. Justement, Mathieu, je voudrais qu'on revienne sur un petit peu un historique en France de ce sempiternel combat entre Sega et Nintendo. Est-ce qu'il a vraiment eu lieu, ce combat? Est-ce qu'il n'était pas gagné d'avance? Est-ce qu'il y a vraiment eu... est-ce que ce n'était pas du troll, en fait, vis-à-vis plutôt de Sega ou de Nintendo sur l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment eu cette compétition, alors? Et évidemment qu'il y a toujours eu cette compétition. Ouais. Dès la Master System avec Nintendo qui a gagné largement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Puis bon, en France, enfin même dans l'Europe en général, mais en France en particulier, il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Et la PC Engine, c'était très mal distribué. La Neo Geo, c'était des tarifs exorbitants. Enfin, tu achetais le jeu le prix d'une console normale, quoi. Donc non, il y avait deux compétiteurs, que ce soit pour le marché des consoles de salon comme pour portable. Pour portable, si, il y avait la Lynx d'Atari quand même qui marchait moyennement, mais voilà, c'était un concurrent assez sérieux quand même. Mais ouais, jusqu'à ce que Sony se pointe, en fait. Ah oui? Bah oui, ouais. Ouais, Sony a mis pas dans l'immédiat. À partir du moment où ils ont dit hop, Final Fantasy c'est pour nous, à partir de là c'était plié. Au début, la Play, ça marchait bien, mais c'était pas le carton comme ça a pu l'être les années qui ont suivi. Je veux dire qu'à partir du moment où Final Fantasy, peut-être l'une des licences, avec Dragon Quest, l'une des licences du JRPG, débarque sur PlayStation et que c'est une exclusivité, là, ça plie le game. Ah bah, là, ça a mis Sony en position de leader alors que personne ne l'attendait au départ. Ouais. Et puis, avec la PS2, évidemment, c'était complètement plié. C'est la console la plus vendue de tous les temps, la PS2. Et c'est la PS2 qui a signé l'arrêt de Sega. Et c'est l'arrivée de Sony aussi qui a signé l'arrivée de Microsoft, qui ne voulait pas se laisser concurrencer par Sony dans le monde des consoles de jeux. S'il n'y avait pas eu Sony, s'il n'y avait pas eu de PlayStation, il n'y aurait pas eu de Xbox. Microsoft ne se serait jamais lancé dans l'industrie des consoles de jeux. Ils l'ont admis, ils ont dit on a sorti la Xbox pour contrer Sony. C'est fou ça quand même de se dire ça. D'accord, très bien. Mais ouais, Sega contre Nintendo, c'est pas une légende. Enfin, dans les cours de récré, c'était déjà... Oui, c'était les pros, tu sais, genre moi j'ai le Mega Drive, moi j'ai une Super Nintendo, ah bah ouais, bah, la mienne elle est meilleure, regarde ce jeu-là, mais non. Ouais, moi j'ai Double Dragon sur la NES, bah attends, je l'ai sur la Mega Drive. Ah ouais, non. L'Atari il est mieux que l'Amiga. Ok, d'accord. Bah nous, on était plus du tout dans les micro-ordinateurs. C'est vrai qu'à partir du moment où la NES, les micro-ordinateurs, c'était vraiment la culture européenne. Moi, j'avais beaucoup de copains qui avaient des micros et quand je voyais ça, je disais mais c'est quoi? C'est trop compliqué. Et puis bon, après, tout le monde avait une NES ou alors une Master System. Puis après, quand c'était la SNES et la Mega Drive, les micros, ça n'existait plus. C'était presque has-been. Ouais, c'était presque. C'est juste après quand le PC est arrivé et surtout quand Doom est arrivé. Et alors là, c'est Doom qui a
qui a lancé vraiment, véritablement les ventes de PC. L'ordinateur est revenu vraiment dans les maisons, mais pendant un moment, c'était un petit peu has-been, les micros. Doom, Quake, tout ça. Là, moi, j'ai le souvenir de... Par exemple, je suis passé à côté de la NES et de la Master System parce que j'avais un Amiga et qu'un Amiga, c'était mieux qu'une NES et qu'une Master System. C'est vrai. Ça va sûrement faire hurler des gens. Hein. Mais à l'époque, tu avais un Amiga, tu voyais Mario, petit machin moustachu de merde qui sautait dans un coin. Calme-toi, Marcus, la colère t'égare. Ça avait l'air nul. Toi, tu avais Shadow of the Beast. Il y avait 4 niveaux de scrolling de pelouse. C'était un jeu de merde, mais tu pouvais épater tes copains avec ta pelouse. Donc, vraiment, moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une NES, curieusement, parce que j'avais un Amiga et que j'étais très heureux avec ça. Et j'aurais détesté Frédéric qui avait un Atari ST, parce que, comme tu le disais, c'était la guerre Amiga-Atari ST. L'Amstrad qui faisait rire tout le monde, c'était les pauvres, c'était les gueux, tu vois. C'est la machine pas chère avec 8 couleurs. J'avais un CPC 464, merci. Voilà, alors toi, je t'aurais méprisé et toi, je t'aurais détesté à l'époque. Heureusement que du coup, de l'eau qu'on s'est pas connu à l'époque. Tu vois. Très bien. Tu as connu cette époque, toi, Amiga, ST. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as commencé avec l'Apple, mais c'est finalement l'Amiga et tout ça, c'était la grande période, quoi. Oui, je me souviens, il y avait l'un des jeux Apple II qui m'a formé, c'était Choplifter de Dan Gorlin. Ouais. Et puis après, son prochain ouvrage, c'était Earhart sur Apple II, mais c'est la version Amiga, Typhoon Thompson, qui a donc il est passé de l'Apple II à Amiga, et je me souviens, c'était Broderbund, je suis allé chez lui, il avait tout son système Amiga, il m'a montré, moi j'étais encore sur l'Apple II. Oui, c'était bluffant pour l'époque. Ouais. Oui, comme s'il avait sauté 30 ans de technologie d'un coup. Mais bon, oui. Et la NES, la Master System à l'époque, est-ce que comme nous, tu as fait l'impasse ou est-ce que tu as joué à comme la NES nous, comme toi. Comme moi. Mais je pense que Fred aussi, non? Tu as eu une NES? Ah non. Tu vois? J'ai commencé à la Super Nintendo. D'ailleurs, est-ce que tu as été impliqué dans le développement du portage NES de Prince of Persia? Non. Le portage qu'on a fait à Broderbund, donc le portage Macintosh, PC, et le portage Amiga, qui était justement fait par Danny Gorlin lui-même, parce qu'il avait ce super système. Donc il a regardé Prince of Persia sur Apple et il a dit, bon, je peux le faire dans 2 mois. Et il l'a fait, parce que lui était à fond sur Typhoon Thompson, qui était plus compliqué. Mais non, les versions console, c'était une surprise, parce que je pensais qu'au micro, mais Broderbund a vendu les droits des licences au Japon, en Angleterre, en Europe. C'était par pays. Donc il y avait des licences en France, mais aussi donc petit à petit, ces versions sont arrivées, mais c'était toujours la même chose. Mon product manager dirait « Hey Jordan, tiens, on a une nouvelle version de Prince of Persia qui vient d'arriver. » Donc tout le monde viendrait, on regarderait. Et parfois c'était « Wow, incroyable ce qu'ils ont fait. » Par exemple, la version Super Nintendo qui était faite. C'est pas Konami d'ailleurs qui a distribué, il me semblait. Il y a une version de Konami de Prince of Persia, il me semble. Oui, mais parce que c'était la version Super Nintendo, mais 1 an plus tard aux États-Unis, parce qu'on n'avait pas encore le Super Nintendo, c'était un truc du Japon, mais c'était avec de nouvelles musiques, des nouveaux niveaux. Donc j'ai commencé à tester, à jouer. Je dis oui, mais là il n'y avait pas de passage là. Je ne sais pas comment gagner ce niveau-là. Donc ils ont tout changé. Donc du coup j'avais l'impression de jouer mon jeu pour la première fois. Oui, c'est génial comme sensation, non? Mais il y avait d'autres portages qui étaient quand on a joué. On était déçus, je ne dirais pas lesquels, mais et même les boîtes, les packaging. Il y avait la version Sega. Il y a des photos, non? Il n'y a pas une. Si on regarde la boîte, on dit boîte, le pack. Oui. Sur Internet, vous comprendrez pourquoi. J'étais choqué. J'ai dit, mais non, on peut pas sortir ce jeu dans cette boîte-là. Prince of Persia Mega Drive, c'est ça? Oui. Master System ou Mega Drive? Avec les carrés, les petits carreaux. Avec le vieux quadrillage des colliers. C'est ça. Je ne sais pas, mais il y avait un prince blanc qui rassemblait Luke Skywalker. Et puis je vais aller regarder ça de suite sur Google. Oui, je vois. Il y en a un avec une photo. Moi, j'ai le souvenir d'un truc avec une photo. Non, pas ça. Moi, j'ai des souvenirs de covers de Megaman qui font très mal. Alors, effectivement, ça ne m'étonnerait même pas sur du Prince of Persia. Il n'y a pas de souci. Pour revenir sur Prince of Persia, Jordan, justement, ça a été quoi tes inspirations? Moi, déjà, avant de revenir sur Prince of Persia,
qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'inclure de la rotoscopie pour justement créer tes personnages dans les jeux? Parce que ça, c'est une technologie que l'on voyait pas mal dans les dessins animés, notamment sur certains Disney et autres. Toi, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de l'inclure dans un jeu? Alors, c'était d'abord la nécessité, parce que avec Karateka, c'est Choplifter qui m'a inspiré, qui m'a donné l'idée de faire un jeu avec des personnages qui étaient humains. Mais je voulais faire en plus grand pour faire un jeu de combat karaté. Et quand j'ai fait mes premiers tests d'animation, c'était nul. Ça ne bougeait pas de façon naturelle. Je me suis rendu compte que pour faire des animations qui marchent, il faudrait être un animateur avec 5 ans, 10 ans d'entraînement. Et là, je ne pouvais pas. Donc, je pense que c'est mon père qui m'a donné le grain de cette idée quand il a dit mais tu pourrais filmer quelqu'un et puis compter les cases pour trouver le rythme, pour voir quelle vitesse est naturelle. Et puis, du coup, encore mieux, c'était de le filmer sur Super 8 et de calquer avec un crayon chaque case et de le transférer pixel par pixel à l'écran. Et ça marchait à merveille, donc j'ai fait la même chose pour Prince of Persia. Mais cette fois, ce n'était pas avec Super 8, c'était avec VHS. Ok. Et du coup, tes inspirations pour le jeu, alors? Pourquoi d'un coup un jeu qui ressemble un petit peu au Conte des Mille et Une Nuits? C'est assez, on va dire, à l'époque, c'est assez original finalement. On a beaucoup de jeux genre Barbarians, on a des jeux avec des gros mercenaires, des gros barbares, on a beaucoup de fantaisie. Et là, pap, on est dans les Nuits d'Arabie. Oui, bon, je connaissais les Mille et Une Nuits par des livres d'enfants et aussi par des films comme Le voleur de Bagdad de 1940, qui avait aussi un grand vizir méchant qui s'appelait Jafar. Jafar, oui. Exactement. Ouais, tout à fait ça. Ouais. Et, donc, j'adorais depuis petit ce genre de films et je venais de voir Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue, oui. Ouais, Indiana Jones, qui et lui dans ses aventures, c'est un peu la version moderne des films de cap et d'épée comme Robin des Bois. Lui, il n'a pas d'épée, il a un pistolet, mais en tout cas, il a un fouet. Oui. Il a un fouet. Oui. Et ce qu'il fait dans le film, c'est un peu la même chose qu'on fait dans un jeu vidéo. Il saute, il tombe, il essaie de se rattraper et il fait des combats quand il n'y a pas d'autre choix. Et donc, à l'époque, j'ai joué Lode Runner, Castles of Dr. Creep, donc des jeux de plateforme. Et donc l'idée, l'inspiration de Prince of Persia, c'était 50%. Je veux faire un jeu de plateforme avec des puzzles qui est modulaire avec un éditeur de niveau comme Lode Runner, comme Castles of Dr. Creep. Mais l'autre moitié, c'était de le faire avec un personnage bien animé comme Karateka, qui a du poids. Donc comme ça, quand il saute, s'il rate, s'il tombe, s'il se fait mal, on aura vraiment l'impression que c'est du chair et d'os. Et ça venait plutôt des films, des émotions d'Indiana Jones. Ah oui, tu as une inspiration qui est très cinéma finalement, alors. Vraiment, d'accord. À moitié. À moitié. De faire un film jouable où on aurait l'impression d'être Indiana Jones dans ce genre de situation, et puis de créer un jeu qui donnerait un prétexte. Et le cadre des Mille et Une Nuits, franchement, c'était parce que Karateka venait d'avoir un grand succès. J'avais 20 ans et je me suis dit, bon, si je fais encore un jeu, je veux pas que... Il faut que ce soit au moins aussi bien que Karateka. Et donc j'avais peur que je ferais un truc qui serait techniquement bien, mais qui n'aura pas le même effet. Si je peux te rassurer, Jordan, ça a marqué le jeu vidéo. C'est bon, normalement, il n'y a pas de souci. Prince of Persia, il n'y a aucun problème. Franchement, bien sûr. Je pense que ce qui choque, en fait, ce qui a choqué, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais à l'époque, c'est la nouveauté. C'est totalement original, on n'a jamais vu ça. Et même maintenant, quand on y joue,
On se demande encore comment, à l'époque, on pouvait avoir cette technologie, on pouvait sortir des jeux comme Prince of Persia, c'est pour te dire. Donc oui, ça a révolutionné, ça a amené beaucoup d'autres jeux. Ensuite, après, je pense à Another World, je pense à Flashback, je pense à toutes ces licences-là, effectivement. Donc Prince of Persia a été pionnier, vraiment, de ce style un petit peu de jeu. Tu disais tout à l'heure, tu as une remarque qui était très pertinente, tu parlais d'Indiana Jones, tu disais... Moi, je veux faire un jeu, c'était un petit peu comme ce film, c'est-à-dire, il se bat que s'il a besoin de se battre. Et c'est totalement l'essence de Prince of Persia. Les combats, il n'y en a pas énormément, c'est plus de l'aventure, c'est plus en fait... Pour moi, Prince of Persia, c'est Uncharted maintenant. Tu vois, tu comprends ce que je veux te dire ? Oui, je comprends. Ça veut dire on a beaucoup de phases où on s'accroche, on découvre tout ça, et ensuite, tu as des moments de gunfight, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est l'ancêtre d'Uncharted. Hein. Je crois que tu as aussi inventé le principe de cinématique. C'est-à-dire le fait d'avoir... On avait des jeux vidéo où c'était un écran, des fois deux. Et là, toi, dans Karateka, on voyait le personnage qui avançait. Et de temps en temps, il y avait un plan sur la princesse dans sa cellule ou le méchant qui envoyait son faucon qui t'arrivait dessus 3 écrans plus loin, etc. Et je crois que c'est une des premières fois où il y avait des cinématiques dans un jeu vidéo où tout à coup, on n'était pas tout le temps sur le perso qu'on dirigeait. Il y avait des petites scènes à côté. Un peu comme Pac-Man où il y avait entre deux intermission avec Pac-Man qui poursuivait les fantômes puis qui se faisait poursuivre. Je pense que je peux me tromper, mais est-ce que c'était pas une des premières fois qu'il y avait des cinématiques ? J'allais dire, je pense qu'on peut dire que c'était l'une des premières fois, mais il y avait Pac-Man, il y avait aussi Donkey Kong. Oui, c'est vrai. Parce qu'au début, on voit Kong qui enlève la princesse. Ouais. C'est vrai, mais c'est l'intro et après, je crois pas que dans Donkey Kong il y ait d'autres scènes. Je crois qu'il y a juste intro ou trop, mais tout au long de la partie, il y a des petites cutscenes sur le méchant. C'est ce qui rend justement ce jeu un petit peu cinématographique finalement. C'est totalement ça, quoi. Je pense que dans Karateka, c'était ça où j'étais pas sûr si ça allait fonctionner ou pas. Mais c'est pas les scènes avec les petites scènes avec la princesse. C'était le moment où l'héros est en train de courir vers le prochain combat, et puis on coupe au guerrier qui est en train de s'approcher. Donc on fait en anglais on dit cross-cutting. Champ contre champ, je pense. Oui, et dans un rythme d'accélération. Donc les cuts, c'est comme le montage d'un film muet où on coupe entre deux choses et ça devient de plus en plus court au mesure. Accélère le rythme. Ouais. Donc, j'ai un doute sur le fait que ça fonctionne. Oui, je me demandais, mais ce ne sera pas de la frustration pour le joueur qui est en train de jouer et du coup, il a perdu le contrôle, il ne se voit pas sur l'écran. Mais ça, c'est nouveau. Ça marchait. Donc, je l'ai gardé. Ça a marché, Jordan. Ça a marché, il n'y a pas de souci. J'ai bien galéré à l'époque, d'ailleurs, sur Prince of Persia. Ed aussi a fait beaucoup de trucs qui se rapprochent du cinéma. Bah justement, j'allais rebondir. Ça va certainement être notre dernière question. Je suis désolé. Donc, Frédéric, toi, moi, je vais parler d'une saga que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Little Big Adventure, mais moi, c'est Alone in the Dark. Je dis c'est Alone in the Dark parce que, justement, déjà à l'époque, j'étais fan de tout ce qui était Edgar Allan Poe, de tout ce qui était Lovecraft et autres. Et je suis peut-être un peu en train de spoiler les inspirations, mais je voudrais que tu m'en parles un peu plus sur ce processus de création, justement. Non, j'ai jamais été un grand littéraire. J'ai surtout lu beaucoup de docs techniques. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mon père, en voyant les Spectrum, les premiers micro-ordinateurs, il s'est dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à essayer de faire ». Et mon père était un commerçant. Il a vendu des vêtements, il avait fait des meubles, il a fait plein de trucs. Et il s'est dit « Bon, allez, on va essayer de vendre des micro-ordinateurs ». Ça a commencé à l'époque des Amstrad, Spectrum, le QL aussi, tiens, de Ham Sinclair. Bref, et comme il n'était pas trop sûr que ça puisse fonctionner, il s'est dit bon ben on va faire moitié micro-informatique et moitié vidéoclub. Et quand mon père a monté son magasin, du coup, je me suis mis à travailler au magasin pour réparer les ordinateurs des clients, des trucs comme ça. Je m'étais installé un bureau au grenier et j'avais même emmené un lit, etc. Parce que du coup, je sortais plus du magasin, je programmais tout le temps. Je faisais des émulateurs Minitel sur Amstrad et des serveurs Minitel sur Amstrad parce que pour moi, l'informatique, c'était sérieux. Les jeux,
J'avais fait Popcorn aussi avec Christophe Lacaze à l'époque. On l'avait fait en freeware parce qu'on ne vendait pas des jeux. Les jeux, c'est pour faire jouer ses copains. Et du coup, je faisais des programmes sérieux. Et la nuit, quand j'avais pas envie de travailler, eh ben, j'avais tout un vidéoclub à ma disposition. Et bien sûr, quand on a 20 ans et quelques, le rayon des films horreur, science-fiction, j'ai absolument regardé toutes les cassettes. Et j'étais extrêmement impressionné par des films comme Les Zombies de Romero, Amityville, les Dario Argento, enfin pas tous les films d'horreur des années 70 qui étaient toujours basés sur le même moule à peu près. C'est-à-dire en gros, il y a un groupe de jeunes qui arrive, ils rentrent dans une maison qui est en fait le véritable ennemi et il n'y en a qu'un seul qui doit sortir vivant. Et en fait, voilà, c'était marqué d'ailleurs sur l'affiche du film Amityville, le sous-titre c'était Just Get Out. Seulement sortez. Et en fait, voilà, le vrai scénario de Lone, il vient de Amityville où il s'est écrit Just Get Out. Le scénario de Lone, c'était il faut juste sortir vivant. À l'origine, hein, après, ça s'est un petit peu étoffé. Mais moi, j'ai toujours trouvé que les zombies, moi, j'ai jamais aimé les jeux où on devait tirer sur des gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Par contre, des zombies, ils sont déjà morts. Donc, on n'a pas de scrupules, hein, on peut les tuer facilement. Et depuis ce moment-là, je voulais faire un jeu avec des zombies. Et en fait, du coup, mon inspiration, après, elle s'est trouvée par une autre coïncidence où mes premiers contacts avec la 3D, parce que je faisais des jeux 2D comme tout le monde, c'était quelqu'un qui est arrivé à Infogrames qui s'appelle Christophe de Dinechin, qui a apporté un jeu qui s'appelait Le Cube, qui était un jeu sur Atari ST. Pour moi, c'est le premier platformer 3D, je pense, j'en avais pas vu d'autres, où c'était des mobiles qui sautaient sur... il y avait 10 polygones hein, sur l'écran, mais c'était en 3D dans ce cube. Et j'ai travaillé, et c'est moi qui ai fait la conversion pour Infogrames pour PC, et c'était juste une conversion, hein, moi j'ai pas... c'est Christophe qui a inventé ça. Et j'étais dans ce cube-là pendant 6 mois. J'ai dit, mais il y a quelque chose à faire avec la 3D. Et à un moment, et c'est la graine de tout, après je pourrais vous expliquer toutes mes réflexions qu'il y a eu derrière, mais la première graine, c'est, mais je vais pouvoir faire des zombies en 3D. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, et j'ai travaillé sur le premier moteur d'animation de personnages en 3D, parce qu'il n'y avait pas 3D Studio, le modeler, il est sorti en 94, là on était en 91. Et donc j'ai fabriqué mon modeler, mon truc d'animation temps réel, etc. Parce que le premier objectif, c'était des zombies en 3D et après un jeu où Just Get Out de la maison. Et après ça s'est étoffé, où effectivement il y a eu la couche Lovecraft, parce que je savais qu'avec 10 polygones, les monstres, ça faisait pas très peur. Donc je voulais qu'il y ait une couche de littérature pour rajouter de l'imaginaire, parce qu'on a plus peur de ce qu'on imagine de ce qu'on voit, bien sûr, et que de ce qu'on voit. Et du coup, il fallait après tout se fond. Et là, c'est sûr que, parce que les zombies, ça suffisait pas non plus comme bestiaire, et c'est sûr que Lovecraft et Cthulhu, ça a ajouté toute une profondeur et un imaginaire qui rajoutait la couche d'horreur qu'on ne pouvait pas. J'avais compris comment faire peur aux joueurs sur ce qu'il faisait, c'est-à-dire jouer, lui faire peur pour qu'il se déplace, lui faire peur pour qu'il ouvre des tiroirs, des portes, mais par contre, faire peur globalement sur toute l'ambiance, il fallait rajouter une couche qui était plus littéraire, on va dire, de l'imaginaire, pour vraiment faire peur. Tu étais conscient à l'époque, quand tu développes Alone in the Dark, que tu étais en train d'inventer un nouveau style de jeu, le Survival Horror ? Forcément non. Quand on faisait des jeux à cette époque-là, on faisait le jeu, on était très, très fiers d'y avoir arrivé, on regardait l'article de presse, et puis la presse était contente, on fait super, j'ai bien fait mon travail, et après on passe au suivant. Et en plus, même Lone à la fin, il y a un autre phénomène aussi qui se fait, que quand on finit un jeu, nous on ne voit plus le jeu, on voit que ce qui ne va pas. C'est-à-dire que pour moi, j'avais honte de plein de trucs dans ce jeu, j'ai pensé que les gens allaient se moquer de moi quand ce jeu est sorti, vraiment. Ok. Et oui, parce que je voyais, quand on lançait les objets, je voulais faire une parabole, mais comme à la fin, il fallait le lancer très loin, je ne pouvais pas faire la trajectoire, donc j'ai fait que ça partait tout droit, et j'ai fait, mais les gens, ils vont en rigoler quand ils vont voir les objets qui tombent pas, qui partent tout droit, etc. Enfin, j'avais absolument peur de tout, et ça s'est bien passé, mais le vrai retour de compréhension de ce qu'a fait Lone, c'est même pas à ce moment-là. Après, je suis passé sur Little Big Adventure, etc. Lone, c'était oublié, c'était le jeu d'avant, le suivant il est beaucoup mieux, et c'est que après, quand Internet est arrivé, etc., que du coup j'ai eu les retours de tous les joueurs de ce qu'ils avaient joué, et quand on fait des jeux pour que les gens s'amusent, et là dans des conventions comme ça, hein, merci Toulouse Game Show, c'est les gens qui ont joué au jeu, et ben oui, c'est la récompense du travail d'une vie. On voit des gens qui ont pris plaisir à quelque chose qu'on a fait, et ça c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir.
Mais est-ce que tu sais que tu as créé le modèle pour Prince of Persia, The Sands of Time? C'est pas vrai, non? C'était du survival horror. Oui, c'était... Les monstres de sable, c'était des zombies. C'était pour la même raison. Comme ça, on peut tuer autant qu'on veut parce qu'ils sont déjà morts. Est-ce que c'est pas une anecdote de fou qu'on est en train d'entendre là? Survivre, de just get out. Ouais. Eh oui, c'est vrai, ok. Merci. Les gars, vous venez de découvrir que les Sables du Temps sont inspirés d'Alone in the Dark. C'est cool. Franchement, c'est pas... surtout que les Sables du Temps, il est vachement cool hein, en plus. Hein. J'aime beaucoup cet épisode. Il est vraiment très très bien. Il a su ultra bien réinventer la série des Prince of Persia. Donc c'était vraiment super cool. Le film, un peu moins, d'accord. Je ne vais pas te poser de questions sur le film, hein, d'accord, mais le jeu vidéo était très sympa, réellement. Il y aurait ici un des créateurs de Resident Evil. Il avouerait à demi-mot que quand même, ils sont un petit peu inspirés de Alone in the Dark. Il a fallu qu'il quitte Capcom pour le dire, surtout. Hein. C'est que alors on parle de Shinji Mikami, on peut dire les termes, hein, les bails. Mais oui, il a fallu qu'il quitte Capcom pour dire officiellement oui. Alors, il y avait bien Home Sweet Home, mais il y avait aussi Alone in the Dark, ça c'est sûr. En même temps, franchement, personne ne croyait à ce qu'il disait. Quoi. Quand les mecs, on leur expliquait, on leur disait, mais attendez, vous avez vu Alone in the Dark? C'est quand même bizarre, il y a même des plans de caméra qui ressemblent au jeu. Il fait, bah non, qu'est-ce que c'est Alone in the Dark? Alors, les mecs, bon, 2 secondes, ça va, au bout d'un moment... C'est très bien quand même que vous connaissez l'existence de jeux qui s'étaient en plus importés, qui marchaient très très bien, donc fatalement, bien entendu. Donc maintenant, se dire t'imagines que tu es à l'origine de l'une des plus grosses sagas survival horror, c'est quand même beau, non? Tu crois pas? Ben écoute, oui, je commence à savoir apprécier ce genre de choses parce que voilà, c'était pas ni le but ni rien. Bien entendu. Mon plaisir était vraiment de faire un jeu où les gens s'amusent avec, donc il n'y a pas de fierté effectivement. Mais maintenant, en vieillissant, on s'aperçoit que ah ben oui, j'ai fait ça. Mais il faut voir aussi, il faut remettre les choses dans leur temps. On n'était pas beaucoup à faire des jeux, donc c'était plus facile d'inventer quelque chose. Les gens remarquaient plus ce qu'il y avait. Maintenant, il y a tellement de jeux que c'est beaucoup plus difficile de se faire remarquer. C'était plus facile à l'époque, on n'était pas beaucoup. Hein. C'était peut-être plus facile d'inventer aussi un style dans le jeu vidéo. Mais les amis, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir sur scène le vrai papa du survival horror. Et il est là, il s'appelle Frédéric Reynal, effectivement. C'est le vrai créateur de ce style. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette conférence. Je suis désolé, on l'a déjà bien empiété sur le... Oula, oui. Hein? Non, il faut qu'on aille travailler. Non, c'est surtout qu'il y a une autre conférence, Frédéric, derrière, en fait. Malheureusement, non, mais c'est pas important. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont arrivés, nos prochains invités. En tout cas, applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois, pour Jordan Mechner, qui est en dédicace, messieurs, dames, sur le stand Third Edition, les amis. Il est en dédicace, donc n'hésitez pas à aller le voir pour avoir une petite griffe sur le livre et autres, aux éditions Third Edition, les amis. Il est là. Les 2 jours, tu es là, Jordan, ou pas? Oui, et j'y vais maintenant direct. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver là-bas au stand Third Edition. Eh bien, super. Frédéric, on te retrouve où, toi? Je vais accompagner Jordan, parce qu'on va laisser les gens venir au même endroit. Marcus, sur ton stand, comme d'habitude. Très modestement. Bien entendu. Et toi, Mathieu? Moi, toujours avec Fred. Eh bien, voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous êtes tous réunis, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci à vous. Fred. Merci beaucoup.